L'enfance se passe à Menton, dans les Alpes-Maritimes, mais une enfance dorée, puisque bon, je ne suis pas très bon à l'école, ça c'est clair. Et mon père est artisan maçon, il a un club de plongée, et il s'est révélé une passion, c'est les voyages, les grands voyages. Donc de suite, à l'âge de 10-11 ans, je pars sur mon premier voyage aux îles Saintes, où c'est des îles qui sont devant la Guadeloupe, où je rencontre des gars qui sont blonds, aux yeux bleus, mais avec un visage négroïde. Donc pour moi c'est ma première révélation. On peut être différent, on peut être complètement à l'opposé de ce que je suis, et puis on enchaîne les grandes aventures, les Galapagos, les Philippines, la Chine, enfin bon, le tour du monde quoi, toujours avec une caméra au point. Quand je faisais mes devoirs, donc ma mère m'enfermait dans ma chambre, obligé. Je faisais les devoirs, j'avais une map monde et je passais des heures à regarder la map monde. J'étais tout le temps en voyage quoi. Et quand ma mère ouvrait la porte, j'étais pas là quoi. J'étais pas là et ils ont baissé la garde de suite. Ils ont compris que j'étais un rêveur quoi, un grand rêveur. Ma mère c'est une Braccini, donc j'ai eu 100 Corse quoi. Et j'arrive à Ajaccio la première fois, j'ai 4 ans sur le comté de Nice. Donc je vais découvrir pour la première fois la Corse et je suis fasciné parce que c'est la première fois que je vois les sangliers, je vois les cochons, je vois un tas de choses. Et puis la Corse, c'est voilà, c'est dans mon sang, c'est la Corse quoi. Donc voilà ma jeunesse. Puis comme je suis pas bon à l'école, à l'âge de 18 ans où je devance mon appel. Je devance l'armée pour faire mon service militaire. Je croyais bêtement, innocemment, qu'en étant dans la Marine nationale appelé, je pouvais être plongeur. Ça, je croyais. Et puis on m'a dit, les diplômes civils ne valent rien dans l'armée, il faut s'engager. Au revoir, merci, on va m'engager, hors de question. Ensuite, je suis un peu rebelle. Donc quand j'arrive à l'armée, je tombe sur des officiers qui sont un peu les caricatures des légionnaires d'Astérix et Obélix en Corse. Hein. Donc là, de suite, on s'accroche et je me retrouve en bataillon disciplinaire. Donc bataillon semi-disciplinaire, pardon. Donc ça s'appelle les peaux nèves, les chiens jaunes, pour ceux qui connaissent. Je me retrouve sur un porte-avions, un peu comme dans une prison, et on se retrouve sur le large du Beyrouth, où on fait des opérations qui deviennent de plus en plus difficiles, et jusqu'au jour où j'ai cet accident qui me coûte une jambe, quoi. Donc il y a un Crusader, c'est un avion de chasse qui pèse 16 tonnes, le numéro 40, il vient d'apponter.
Il a crocheté un câble, une élingue, et pour s'arrêter, donc très rapidement, en 75 mètres. Et de là, on doit le mettre dans le hangar. Mais ce qui est paradoxal, c'est que ces avions de chasse hyper sophistiqués n'ont pas de frein au pied. Le pilote n'a pas de frein au pied. Donc il faut envoyer quelqu'un dessous qui aille pomper les freins. Donc il y a quelqu'un qui va sous l'avion pomper les freins. Et puis il sait pas faire, parce qu'il vient d'arriver, il vient de débarquer, il a peur. Donc un officier me demande d'y aller dessous, on est tous habillés pareil, à la tour de contrôle. Il ne voit pas que, en vérité, il y a plus un matelot, mais il y en a encore un autre. Il croit qu'il n'y a plus personne dessous, et il demande au pilote de dégager, donc le pilote avance. Et ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai eu l'artère fémorale broyée, et que le sang a giclé sur le cockpit. Ce qui a permis au pilote de comprendre qu'il y avait un accident. Il a freiné de suite. Et là, on a réussi à me sortir. Et on a mis 10 jours pour me rapatrier en France avec tout ce que ça engendre, c'est-à-dire la gangrène, une souffrance extrême. Mais malgré tout, je suis vivant pour pouvoir le raconter. Après, j'arrive à Sainte-Anne, à l'hôpital des armées, enfin de la Marine nationale à Toulon. Je suis le héros. Je suis le héros de service. J'arrive de merde, le Liban, machin, ci, là. Et puis, il y a une infirmière, Cécile. Il y a des noms qu'on ne peut pas oublier. Qui, le 9 juin 83, elle perd son père. Donc, le même jour, on a quelque chose de très fort. Elle me dit, ben écoute, je sais que tu étais un grand sportif, je vais descendre à la salle de muscu. Donc, j'étais en fauteuil. Non, j'étais avec des cannes, donc je remarchais, enfin, sur une jambe. Et quand j'arrive dans la salle de muscu, il y avait des miroirs. Et là, je peux vous dire que j'ai pris une claque dans la gueule, je me suis vu dans un miroir. Et là, j'ai vu déjà quelqu'un qui avait perdu, je sais pas, 25-30 kilos. Donc, c'était énorme, j'étais un squelette. Et je regarde le miroir, j'arrive pas à croire que c'est moi dans le miroir. Là, je comprends que... Mais en même temps, j'ai ce côté où je rebondis. Je suis un chat. Je retombe sur les pattes. Mon père vient et me fait comprendre que j'ai pas à me plaindre, hein, parce que la vie, elle est pas faite pour se plaindre. Ou alors, on se met une balle dans la tête. Donc, dans ma tête, de suite, je me dis, je traverserai la Méditerranée à la nage. Je sais pas pourquoi, hein. Bon, je suis méditerranéen, c'est clair, mais... Et donc je me lance déjà ce premier défi, et en vérité, je n'ai jamais effectué cette traversée, mais ça m'a permis de pouvoir me bouger les fesses. Quelques mois après mon accident, j'arrive au club de plongée, j'avais des super potes, Dédé, qui est maintenant parmi les étoiles, et il me regarde dans les yeux et me dit « J'ai préparé ta caisse de plongée ». Je regarde, je dis ouais, « T'es fou quoi, je viens d'être greffé, c'est ma 15e opération, je peux pas plonger ». Ça fait, je sais pas, ça va faire 4 mois que je suis amputé quoi. C'est mes premières permissions pour que je rentre à la maison. Et je tombe sur le bateau, je monte sur le bateau du club de plongée, le Kamikaze Club, en plus le nom est Kamikaze Club. Hein. Et là, je dis « Non, je plonge pas ». Hein. Puis on arrive, la mer est d'huile, Dédé se met à l'eau avec son pote Jean-Michel, il me regarde, il me fait « Allez, habille-toi ». Alors je mets la combinaison, j'ai pas de palme, j'ai eu la jambe gauche cassée, donc là aussi la cheville cassée, donc c'est un peu plus compliqué, je me mets à l'eau, je m'accroche sur leur bouteille, et je leur dis pas profond, hein, et on est passé 30 minutes à 30 mètres. Et là, quand je suis sorti de l'eau, j'ai compris que je pouvais devenir quelqu'un de tout à fait normal. Et donc, ça a engendré que, bon, bien sûr, je me suis fait engueuler par les médecins, puisque la greffe avait morflé avec le sel, etc. Et j'ai dit, je deviendrai professionnel. Et je suis devenu moniteur, scaphandrier, 3 ans après. Et je suis sorti major de promotion. C'est ça qui est énorme. Parce qu'au départ, quand je suis arrivé à Antibes, au Crêpes d'Antibes, il y avait un doute. Quand on voit le gars arriver, il lui manque une jambe. Moi, mon handicap, c'est pas la jambe en moi, c'était l'école. J'ai jamais été à l'école. Enfin, si, très peu. La règle de 3, je savais pas ce que ça voulait dire. Donc ça, c'était un gros handicap. Et quelques mois après, je sors major de promotion, quoi. Premier devant 150 valides. Ça a été énorme. Et je pense que ce qui a déclenché tout ce mécanisme de maintenant, en disant, j'ai jamais écouté qui que ce soit qui m'a dit, tu peux pas le faire parce qu'il te manque une jambe. Jamais. Quand on me l'a dit, j'ai toujours rigolé au nez. Et au contraire, ça m'a boosté encore plus. Franck, c'est une force, une énergie,
et surtout un écorché vif. Voilà, c'est une sensibilité à fleur de peau et c'est justement dans sa souffrance qu'il a puisé cette force. Je pense que c'est tous les événements et entre autres l'amputation qui ont fait qu'il a cette force de caractère, cette volonté et une ouverture aussi. Quelqu'un qui apporte une ouverture, enfin pour moi personnellement. Hein. Voilà, il y aura peut-être d'autres mots, je crois que je serai intarissable sur le sujet aussi. Donc, bon, concernant ses qualités. Après, le défaut, c'est quand même quelqu'un de très cabochard. Voilà, donc voilà comment je pourrais traduire le personnage. Quelqu'un qui fait vibrer. Quand on frise la mort comme je l'ai frisé, ça permet d'apprécier chaque jour. Chaque jour, pour moi, c'est le plus beau jour de ma vie. Ensuite, il faut parler matériellement existant. J'ai une très grosse pension de guerre qui tombe tous les mois. Ça permet de rester sans travailler, qui est un luxe à notre époque. Je ne dis pas que je suis riche, mais j'ai de quoi vivre tranquillement sur mon bateau sans avoir la nécessité de bosser. Donc ces deux cas, d'un côté je suis libre puisque je n'ai pas besoin de travailler, et de l'autre, la vie m'a tellement fait souffrir, m'a tellement fait frôler le trou noir que maintenant tous les jours c'est le plus beau jour de ma vie. Moi j'estime qu'on doit tous être un alchimiste, c'est-à-dire transformer le mal en bien. Bien sûr, j'ai perdu une jambe. Bien sûr, ça a été catastrophique. J'ai eu la gangrène, j'ai eu 15 interventions, ça a été compliqué, j'ai frisé. Mais moi, je ne suis pas handicapé. Je suis un miraculé de la vie. Je suis quelqu'un qui normalement ne devrait pas être là. Donc je suis là, et pour moi, ça, c'est extraordinaire. Donc cette amputation, je ne dis pas à cause de mon amputation, mais grâce à cette amputation. Et ça m'a permis de faire des choses incroyables. Pour moi, on devrait revenir 26 ans en arrière. Je crois que je recommencerai à passer sous cet avion et être laminé par la vie, quoi. Lui, comme toute personne valide, auront à un moment donné cette crainte de vieillir, parce que le corps vieillit, et parce qu'à un moment donné, on va aller moins vite, parce qu'on va être moins capable de faire des choses. Donc c'est pour ça que je pense que c'est à 100%, même à 200% ou à 300%, qui prend le maximum de tout ce qu'il peut prendre maintenant, quoi. Je ne suis pas un homme fort, mais je me sens fort. Voilà, il faut bien faire la différence entre être fort et se sentir fort. Je me sens fort parce que, mine de rien, j'ai réussi à vaincre toutes mes peurs. Pas les océans ni les montagnes, hein. Mais quand on arrive à dominer ses peurs, ses angoisses, parce que moi j'ai la trouille, hein, je peux vous dire que j'ai peur tous les jours. Hein. Et bien ça donne une force incroyable. Donc le regard des autres, quand on a envie de m'agresser, je laisse faire. Parce que moi je sais ce que j'ai fait. Je sais exactement. Donc le regard des autres, maintenant, ne m'importe plus. Mais ça a été un long travail. Parce qu'avant, j'étais en short par exemple, j'allais au supermarché. C'était insupportable pour moi le regard des gens qui était un regard lourd, bête. Pas bête, c'est pas exactement le mot, mais un regard de non-connaissance. Donc on me regardait comme une bête curieuse et ça me faisait très mal. Maintenant je ne les vois pas. Maintenant je ne m'en aperçois pas. Et c'est pour ça là aussi par rapport à l'association que j'essaye de faire passer ce message. Ne vous inquiétez pas, si on vous regarde de travers, c'est que les gens, c'est pas méchant, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, donc ils vous regardent comme une bête curieuse parce que vous avez une lampe en carbone à la place d'avoir une jambe ou une prothèse en plastique à la place d'un bras, quoi. Mais ça a été un long boulot. Et maintenant, je dis qu'à 99%, je le prends très très bien. Le regard des gens ne m'importe pratiquement pas. Il n'y a pas eu ni réticence, ni frein, ni dégoût, absolument pas. Non, j'ai vu autre chose. J'ai vu Franck, j'ai vu lui, non, j'ai pas vu. Pour moi, ça n'a pas du tout été... non, aucune importance. Pour moi, absolument pas. Et lui, de son côté aussi. Hein. Il n'a pas du tout été gêné. Ça s'est fait tellement naturellement et je crois qu'on voyait plus nos regards, l'être en fait intérieur. C'est ce que chacun de nous dégageait qui fait que, bon, à la limite, on a vu autre chose que l'amputation. J'en suis convaincu maintenant, le hasard n'existe pas. Pourquoi j'ai rencontré mon ex-épouse et on a eu un enfant ensemble? Voilà, bon, j'ai des réponses. Pourquoi j'ai rencontré Véro? Pourquoi j'ai rencontré Doumé? Pourquoi j'ai créé Bout de Vide? Tout ça, ça s'est mis au fur et à mesure. Et maintenant, j'ai des explications. Et la seule explication que je peux donner, c'est que le hasard n'existe pas. Je crois qu'on est tous un peu guidés. On a tous... je ne crois pas en l'Église, hein, je ne crois pas à la religion, mais je crois en Dieu. Ça, c'est clair. Pour moi, Dieu existe. Et je crois que il y a quelqu'un, un ange qui m'a dirigé pour que je perde cette jambe et que maintenant j'aide les autres, tout simplement.
il y a une grande montagne qui part d'ici d'Alaska, qui descend, qui descend, qui descend, qui descend, qui descend, qui descend, qui descend jusque là. Et donc ici, ça s'appelle la Cordillère des Andes. Et là, je vais vous faire voir les photos qui ont été prises là-bas. Donc, je vous rappelle, qu'il me manque un morceau. Il y avait 2 copains à moi qui étaient pareils que moi, unijambistes. Donc là, on voit bien, si vous remarquez, Franck Festor, qui a une prothèse un petit peu différente de la mienne. On voit qu'il y a un petit problème, qu'il n'y a pas une jambe normale, quoi. C'est ça qui était beau. C'était une expédition, on était tous mélangés. Il y avait handicap, pas handicap, mélangés. Et en vérité, j'ai été plus haut que nos guides, le guide assistant, j'ai été plus haut que Fabien, que Véro, qui ont leurs 2 bras, leurs 2 jambes. Donc le handicap ne veut rien dire. Là. Donc ça, c'est la tentative du sommet. Donc on a laissé notre camp de base et on est parti à minuit pour essayer d'arriver au sommet vers 11 h du soir. Et oui, donc on a marché toute la nuit pour pouvoir essayer d'arriver au sommet. Là, on est déjà à 6300 mètres d'altitude. Alors, je vais vous faire une démonstration à 6300 mètres d'altitude, comment on marche. Le sac à dos, les bâtons, et je n'exagère pas, c'est la vérité. Pour marcher à cette altitude, tellement vous avez plus de souffle, vous faites ça. Pas plus. Et là, c'est comme si je courais, comme si vous courez dans la cour à fond. Vous avez le cœur... Imaginez un peu. C'est pas un peluche, c'est une mascotte. Quand on met bout de vie à l'envers, ça fait vie debout. Et puis le logo, c'est un dauphin. Un dauphin qui est le symbole de la liberté, enfin pour moi qui suis habitant de la mer. Et ce dauphin, il a la queue coupée et malgré tout, il saute, malgré tout, il vit. Puis derrière le logo, le dauphin, on a ce soleil qui sourit, qui fait un clin d'œil. Donc vraiment, je crois que sur ce symbole du dauphin avec le soleil, c'est vraiment le symbole de bout de vie. Je leur dis, écoutez, on ne va pas parler d'amputation, on ne va pas parler de prothèse, on ne va pas parler de choses noires. Voilà, maintenant on est comme on est, maintenant on va vivre et on va vivre plus qu'avant, à fond, et on va faire des choses extraordinaires. La principale, vraiment le but de l'association, c'est d'organiser au moins une fois par an un stage de plongée ici à Bonifacio, où pendant une semaine, une dizaine de personnes sont invitées des 4 coins d'Europe, je dis bien d'Europe, même plus de France, d'Europe, pour participer à un stage de plongée sous-marine, de kayak, de voile, d'hélicoptère, de jet ski, avec un concert privé. Et cette semaine, en vérité, c'est une excuse pour qu'ils soient pendant une période assez courte mais assez longue en même temps dans mon intimité pour leur faire voir qu'avec une patte en moins ou un bras en moins ou les deux bras, on peut faire des milliards de choses, seulement il faut s'en donner les moyens. Ça tombe pas du ciel, bout de vie, la manière que je l'ai fait, c'est en me battant, c'est en essayant d'ouvrir des portes incroyables. Mes aventures, c'est exactement pareil. Donc pendant une semaine, ils touchent à ça. Donc après, c'est à eux, à la fin de cette semaine, à savoir s'ils ont envie de continuer ou pas. Je sais qu'il y en a qui ont continué à vivre et à faire des choses incroyables, pas forcément des exploits d'aventure, mais à trouver une femme, à trouver un emploi, à aller en boîte de nuit, à aller refaire du vélo, marcher, jouer au foot. Donc ben voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, depuis 2 ans, dans mes aventures, j'essaye d'amener des amputés avec moi. Donc l'année dernière, j'ai amené 4 jeunes en Antarctique. Donc on a navigué, les Malouines, Géorgie du Sud, péninsule Antarctique. Cette année, j'ai amené 2 personnes avec moi sur l'aventure en Argentine. Tout ça hors du handicap, hors de la Fédération Française Handisport. On leur dit, vous êtes des handicapés, faites les choses avec les handicapés. Vous venez une semaine avec moi, ok, moi aussi il me manque une guitare, on fait des choses, mais quand vous rentrez à la maison, vous faites du sport, vous faites des activités, vous faites du théâtre, n'importe quoi, mais avec vos copains d'avant. C'est-à-dire on ne va pas commencer à mettre les handis d'un côté, les valides de l'autre, et surtout on ne se mélange pas. Non, la force pour moi c'est la différence, donc de se mélanger. C'est vrai qu'avec tout ce que j'arrive à faire, avec mes passages de droite et de gauche, beaucoup de communication là-dessus, le regard, tout doucement, est en train de changer. C'est pas gagné, hein. C'est vraiment de longue haleine, mais c'est vrai que de plus en plus, ces gens sont habitués de voir dans les médias des gens qui sont différents, des gens qui sont en fauteuil, des gens qui sont non-voyants, des gens qui sont amputés. Donc à force, je vais souvent dans les écoles, je vais rencontrer les enfants puisque c'est l'avenir. Donc c'est vrai que ce combat, il n'est pas vain. Parce que des moments, on peut poser un peu se poser la question, dire mais
est-ce que je vais continuer? Est-ce que ça sert peut-être à rien ce que je fais? Non, je m'aperçois par rapport à des courriers, par rapport à des mails, que ce combat, j'aime pas le mot combat parce que c'est pas une guerre, loin de là, au contraire c'est une rencontre, c'est un discours. Ce discours, il amène un petit peu de connaissance à la différence. Et c'est vrai que l'homme et la femme ont peur de la différence. On a peur de l'homme qui n'est pas de la même couleur, de la même religion, qui ne marche pas pareil, qui pense pas pareil et surtout qui n'a pas le même aspect physique que l'autre. Donc ça peut être gênant au départ, mais à force de communiquer, je pense que tout doucement c'est en train d'évoluer, de changer. Je ne vois pas l'autre solution. Ou alors je clone des francs qui ont fait 50, qui vont aller dans les écoles, qui vont aller dans les universités à droite à gauche. Ou alors on passe par les médias, vous faites une émission avec Fogiel, c'est 8 à 9 millions de téléspectateurs. Ben, sur les 8 à 9 millions, on va dire qu'il y a 1 pour 1000 qui a reçu le message, c'est énorme. C'est plus que si je vais, comme je fais, je vais à Genève, je vais à l'université de Genève rencontrer les jeunes, on va discuter de nos différences. C'est vrai que les médias, pour ça, c'est un de mes choix. Et c'est vrai que tous les jours, quand je reçois des mails, des lettres, de gars, de filles qui me disent écoute, on t'a suivi sur telle émission de télé, sur telle aventure, tu nous as donné le courage parce qu'on pensait qu'on était cuit, en vérité on n'est pas cuit, merci. Ça n'a pas de prix, quoi. C'est malgré tout l'association qui l'amène à aller à partager ce qu'il a créé, cette association, pour ce message qu'il transmet à travers cette association. Mais sinon, c'est quelqu'un qui a besoin, justement, pour se réénergiser, il a besoin de s'isoler. Je veux dire, Franck, il a besoin de prendre son bateau. J'ai vécu 3 mois et demi sur le Cabochard. J'arrivais, il était parti aux îles Lavedz. Je veux dire, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas retenir, qu'on ne peut pas, c'est un oiseau de mer. Donc il est nécessaire qu'il puisse se ressourcer. C'est une façon de faire le vide à l'intérieur, de se remettre en question et après de pouvoir redonner aux autres. Voilà, c'est surtout durant les stages, c'est très lourd aussi à porter, à gérer, etc. Je veux dire, il y laisse une énergie incroyable. Donc, pour moi, c'est nécessaire. C'est quelqu'un qui est solitaire, qui a ses besoins de solitude, mais à la fois qui a besoin de partager. D'où ma présence à la limite, ou le fait qu'on soit encore ensemble, justement parce que je lui laisse aussi cette liberté. Si je suis souvent seul dans la nature, c'est que j'ai tellement de choses à prendre d'elle. J'ai tellement d'histoires à entendre d'elle que j'aime être seul, parce que c'est vrai qu'être accompagné, souvent, on n'a pas le contact direct avec la nature. Donc c'est vrai que j'aime bien cette solitude qui me permet de pouvoir être en vraie connexion avec la nature, avec les cailloux, avec le vent, avec les senteurs, et surtout avec moi-même. Et c'est vrai que par moments, la société peut me déranger, parce qu'elle est complètement anesthésiée par des fausses valeurs. Et avec la nature, on n'a pas des fausses valeurs, parce que quand le vent se déclenche, quand les tempêtes se déclenchent, on est dans le vrai. Et notre société, c'est souvent du théâtre, et c'est un côté fatigant. C'est peut-être pour ça que je la fuis de plus en plus. La statue de la liberté! Un jour, par hasard, je tombe sur le récit de Joe Le Guen, navigateur,
qui a traversé plusieurs fois des océans à la rame, qui est amputé suite à une traversée de tous ses orteils. Mon avocat arrive à avoir un contact avec lui, je le fais venir au premier stage de bout de vie. Il nous observe, Doumé et moi, pendant une semaine, et à la fin du stage, il se lève, il regarde tout le monde, il dit voilà, Franck et Doumé, Doumé et Franck, dans 2 ans, vont faire un truc énorme, une première mondiale, ils vont traverser l'Atlantique à la rame. Et là, j'ai été, avec Doumé, on s'est regardé un peu surpris. Ça a duré 15 secondes, on s'est regardé, on a tapé. Et 2 ans après, on s'est retrouvé au départ de la Gomera. Donc c'est une course organisée par les Anglais tous les 2 ans. On a tous le même bateau, c'est en double. Et on part des Canaries pour rejoindre les Antilles, soit 5500 km. Quand on s'est mis à la ligne de départ, les Anglais ne nous ont jamais posé la moindre question sur notre handicap. Ils savaient très bien qu'il nous manquait une patte chacun, mais on a rempli le cahier des charges et on est parti. Les journalistes français nous ont un petit peu rionné en disant des handicapés qui traversent l'Atlantique à la rame, jamais vous y arrivez. Et au bout de 54 jours, on est arrivé 3e en laissant le dernier équipage irlandais à 30 jours derrière nous. Donc ça a été un clin d'œil énorme pour le handicap et pour le « tu ne peux pas le faire parce que tu es handicapé ». Donc ça a été vraiment le vrai clin d'œil. l'Atlantique à la rame. Et voilà. Et ben maintenant on y est à l'Atlantique à la rame. On y est. On est perdu au milieu de l'océan là. Voilà, ça c'est les mains de rameur. On est dans une, je pense, dans la queue d'Ypsilon, ouragan tropical. On a eu une nuit un petit peu agitée, on peut avoir la tête, il y a pris des coups partout dans les mers. Mais bon, ça va, on va pas se plaindre. Hein. Le bateau tient bien la mer. On attend que le vent il tourne. C'est le combien, Doumé? 43e. 43e jour. 43e jour de navigation. C'est mon anniversaire, donc j'ai des mots. Ma fille. J'ai l'anniversaire en petit papa Alice. Durant la traversée de l'Atlantique, il y a eu cet appel téléphonique en pleine nuit à 1h du matin ou pour annoncer justement que le safran était cassé, la peur de le perdre, de les perdre parce que Doumé c'est comme un frère aussi pour moi, donc je veux dire c'était très douloureux, même la réflexion de ma fille qui m'a dit mais comme t'es dure maman, parce qu'elle sentait que je faillais pas, je pouvais pas défaillir, je pouvais pas agir autrement que d'être un pilier, d'être une ancre. En fait, je pense que je suis quelque part sa jambe qui lui manque, comme Franck est une épaule pour moi. Donc, de ce fait, je le vis parce que c'est son but, parce que c'est sa vie et que c'est mon choix de le vivre à ses côtés. Mais c'est douloureux par moments. Un petit message à tous les amputés. Il faut y croire, il faut se battre jusqu'au bout. Regardez, je suis pas au pôle Nord, je n'ai pas traversé l'Atlantique à la rame. Alors il faut se battre, il faut avancer parce que la vie elle est magnifique.
ça faisait que 3 mois que je venais de traverser l'Atlantique à la rame. J'avais laissé beaucoup d'énergie, beaucoup de poids en moins. Et c'est vrai que ça a été beau, mais ça a été très difficile, à savoir qu'on s'est fait larguer en hélicoptère à la base scientifique de Bornéo. Et on a rejoint le pôle Nord à pied, au milieu de la banquise. C'était pas évident tous les jours, mais un souvenir inoubliable. Alors je suis en train de faire une vérification de ma prothèse et de mon moignon parce que j'enlève les gants, mais il ne faut pas faire ça vite quand même parce qu'il fait froid, pour voir s'il n'y a pas de problème et surtout si le froid n'a pas trop abîmé. Tout le monde m'avait dit ton moignon va geler et tu vas avoir gros problème. Donc les premiers temps je vérifiais mon moignon, les blessures que j'avais pour savoir s'il ne gelait pas. Donc une fois de plus, j'ai essayé d'aller envers contre tout le monde et j'ai réussi à ouvrir cette porte qui m'était interdite. Et je suis le premier unijambiste au monde à être arrivé à pied au pôle Nord. J'en suis fier. Ça n'a pas été évident, mais bon, belle aventure. Impeccable. La difficulté, c'est qu'on est sur un océan et que les plaques cassent et on se retrouve avec ce qu'on appelle en anglais open water. On voit là à l'image. Et ça peut s'ouvrir d'un coup et on n'a plus de passage, donc il faut chercher le passage. Et chaque fois, c'est ça la grosse galère, quoi, trouver le passage. Pendant que je traversais l'Atlantique à la rame, Nicolas Dubreuil est tombé sur la banquise et il a gelé des mains et des pieds. Et en regardant la télé à l'hôpital, on lui parlait d'amputation. Il a vu une émission sur un gars qui, sur une jambe, faisait tout, sur moi en l'occurrence. Et ce gars, il s'est dit, Nico, s'il arrive à faire ça avec une patte, même si on me coupe les mains et les jambes, je m'en sortirai. Et puis, de fil en aiguille, on s'est rencontrés. Et un jour, il m'appelle, il me dit, voilà, je pars traverser le Groenland d'ouest en est, sur les pas de Nansen. Je voudrais qu'on le fasse ensemble. Là, de suite, allez, feu, j'ai bombardé et on est parti sur cette aventure extraordinaire. J'ai fait une erreur de débutant, je suis parti avec une prothèse neuve. C'est absolument débile. J'ai les expériences de la vie et des fois des erreurs. Et donc cette prothèse m'a abîmé mon genou. Et donc à un moment j'ai dû me mettre sous morphine. Et ces 500 km de traversée ont été pour moi d'une dureté extrême. Mais en même temps ça m'a apporté une résistance à la souffrance, un dialogue avec la souffrance incroyable. Et depuis j'en suis sorti plus fort. Pas plus fort physiquement, mais plus fort dans ma tête. Et ça, je crois que ça n'a pas de valeur. On dirait qu'il y a quelqu'un qui m'empêche de faire cette traversée, mais c'est pas me connaître. Le nom de mon bateau, c'est Cabochard. Et je vais y aller jusqu'au bout. Quitte à finir en rampant, mais je la finirai cette traversée. Et alors, il y a encore 9 jours à marcher, et ben je marcherai pendant 9 jours.
quitte à serrer les dents, à plus avoir d'émail, c'est pas grave. Il y a eu pendant la traversée de Groenland où un jour je l'ai appelé parce que j'avais vu son journal de bord et ayant le numéro de téléphone satellitaire, je l'ai appelé, je lui ai dit écoute maintenant ça suffit. J'avais eu sa maman aussi le matin même, donc je l'ai appelé et je lui ai dit écoute maintenant il faut que tu t'arrêtes parce qu'il était sous morphine etc. Et je lui ai dit il vaut mieux que tu t'arrêtes un jour plutôt que peut-être t'arrêter plusieurs jours, voire définitivement. Mais ce mot, je ne l'ai pas dit parce que, étant superstitieux, il n'aurait pas accepté que je le dise. Donc, il me dit oui, mais tu as raison, c'est ce qu'on est en train de réfléchir. Je lui ai dit passe-moi Nicolas, donc le chef d'expédition. Et j'ai dit à Nicolas, je connais Franck, il ne va pas vouloir vous freiner, il ne va pas vouloir être un boulet, donc il va vouloir avancer parce qu'il y a un problème aussi par rapport à votre nourriture, etc. C'est bien tout, comment dire, organisé de telle manière que par jour vous devez manger tant de nourriture. Donc il va vouloir avancer. Mais je pense que là, il faut s'arrêter. Il m'a dit non mais on en discute tous les deux et on a décidé de s'arrêter. Voilà, c'est la seule fois où je suis intervenue. Tu souffres. Oh putain, Jean qui rit, Jean qui pleure, ouf. Oh l'équipe, oh. Un jambiste, un ours polaire, un belge. Enculé, on n'est pas arrivé. On n'est pas arrivé. Moyen. Là, on a décidé ce matin de ne pas prendre la route parce que j'ai le genou de mon moignon qui a doublé de volume. Donc, je souffre un peu. Hier, j'étais un peu sous morphine, mais bon, ça va. Hein. Aujourd'hui, avec la journée de repos, on va voir demain qu'est-ce que ça donne pour continuer cette belle aventure. Je ne vais pas abandonner. Et ce que j'ai fait, j'ai pris un jour de repos. J'ai découpé encore un peu plus sa prothèse, injection de morphine, je suis reparti. Et finalement, j'ai réussi à découper ces 12-14 heures de marche par jour en 14 fois 1 heure. C'est 1 heure en 60 fois 1 minute. Et puis en découpant ce temps-là, en parlant une fois de plus avec ma douleur, j'ai réussi à la canaliser. Non pas à avoir moins mal, mais à la supporter. Parce que la douleur, elle reste. Mais on arrive plus à la supporter en faisant beaucoup de respiration, beaucoup d'évasion mentale. Et ça m'est resté pour l'Argentine et ça me restera jusqu'à la fin de mes jours. Allez, enlève-moi ton épave de là, allez. Ouais, fais-le tomber, fais-le tomber. Moi, ton épave de là. Allez. Ojal, où tu vas? C'est par là que ça se passe. Franck, c'est, je dirais, il a l'appétit de la vie. Mais dans tous les domaines. Ça veut dire l'appétit de la vie en mer et à terre. Il n'y a qu'à voir ce qu'il a fait avec Doumé, puisqu'il a fait là récemment. Et puis c'est un gagneur, c'est un volontaire. Je le vois en vélo. Il souffre, mais il y va quand même. Parce que moi, je sais ce que c'est le vélo. J'en ai fait 20 ans. J'ai eu une coupure de 20 ans. Et puis c'est un peu grâce à lui aussi que je reviens au vélo. Ça me donne envie d'en faire. Et une compagnie comme la sienne, ça ne peut que motiver. Pour moi, c'est comme pas qu'il avait 2 jambes, comme s'il en a 4. Parce qu'il ne s'arrête jamais, il est toujours en mouvement, constamment. Heureusement qu'il y a la nuit pour dormir. Si on était dans d'autres pôles, je ne sais pas comment il ferait. Merci, monsieur Santaro.
on voit la beauté extrême qu'on a, quand on voit la qualité de vie qu'il y a, quand on voit qu'il n'y a pas encore de pollution, c'est la prudence. Est-ce que c'est normal que 10 cargos passent par jour dans les Bouches de Bonifacio? Est-ce que c'est normal que pour un soi-disant tourisme, on arrive à envahir les Bouches de Bonifacio juillet-août d'une telle manière? Moi, je me pose une question, est-ce que tout ça c'est normal? Est-ce que chacun de nous, on ne peut pas prendre en compte que la nature, c'est elle la patronne, on n'est que des parasites, et qu'il faut apprendre à la respecter, et vraiment à la respecter? Et la Véti, j'y étais, c'est toujours aussi beau, sauf l'été. Hein. Ah, l'été, c'est comme ça doit être, hein, parce que si demain tu interdis la visite des Véti, grosso modo, je pense qu'économiquement, Bonifacio va souffrir. Maintenant qu'il faille réglementer, je pense qu'à terme, on sera obligé de le faire. Surtout si on va vers la création du parc marin international, on n'aura pas le choix, Franck. Ouais, mais comment, à ton avis, vont réagir les gens qui travaillent avec ça? Parce que moi, j'y pense. Quelqu'un qui a investi autant d'argent dans des bateaux, etc., tu ne peux pas lui interdire d'y aller. Non, mais je pense qu'il y a un moyen très simple. Tu as d'autres villes dans le monde, ou d'autres régions, où tu as réglementé le nombre de passagers, le nombre de visites, et tu revois peut-être la grille tarifaire. C'est peut-être un des meilleurs moyens pour, à un moment donné, qu'il n'y ait pas de baisse dans leur chiffre d'affaires, mais qu'on puisse préserver aussi ce patrimoine. Parce que, d'un autre côté, il faut qu'ils se disent aussi qu'ils sont en train de tuer la poule aux œufs d'or. Hein. Donc, les Lavettes, si je les ai connus petits, c'est plus pareil, hein, l'été. Hein, ça a changé complètement. Et ça, dans 20 ans, si on ne fait pas attention, elles sont mortes et il n'y aura plus de ce produit extraordinaire que sont ces îles sauvages, quoi. Hein. Voilà, ça aussi, Quand je m'occupais du restaurant du centre nautique, Franck avait son bateau sur un ponton juste devant le restaurant et là on a lié connaissance. J'étais déstabilisé à l'époque plus par sa façon de vivre, hein, peut-être, hein, pour être honnête avec vous. Hein. Il y avait une certaine originalité, quelqu'un qui vit sur un bateau toute l'année, sans télévision, qui va prendre sa douche en plein mois de décembre avec une serviette autour de la hanche, il fait 5 ou 6 degrés. Ça, à la rigueur, c'est ce qui m'avait un petit peu le plus surpris. Son allure physique, oui, bien sûr qu'on la remarque de suite, mais bon, on ne s'arrête pas à ça. Je veux dire, à la rigueur, c'était plus sa façon de vivre qui m'a surpris quand je l'ai connu. Et voilà. Oh, Cabochard, on sort en mer. C'est ma liberté. Là, il me pète les plombs. Je pars, je vais en Grèce, je vais en Turquie. Je change d'endroit, je me mets au mouillage. Ça, c'est vraiment ma liberté. J'ai habité dans une maison, pas très longtemps, et de me lever tous les matins, et j'avais vu sur la mer, sur le port, etc., de voir toujours le même dessin, le même décor, ça me rendait fou. Là, c'est ma liberté. Je fais comme j'ai envie, je vais où je veux. Je suis libre, comme un oiseau de mer. J'ai démarré avec une croisade pour le handicap. Et puis je me suis aperçu, à un moment, j'avais une utopie. Pas un rêve, une utopie. En me disant, la personne qui devient handicapée devient meilleure. Hélas, je me suis aperçu que non. Donc, j'ai repris ma casquette d'aventurier, puisque quand on est petit et qu'on commence à partir aux quatre coins du monde en loupant à l'école, c'est qu'il y a une trame, une graine. Et puis là, maintenant, je suis un aventurier. Et ce que j'aime bien dire, ben voilà, j'ai fait ça. Ah, en fait, j'ai oublié de vous dire, il me manque une jambe. Voilà un petit peu dans quel combat je mène, toujours en m'occupant de mon association, etc. Bien sûr, en organisant des stages. Mais je suis un peu fatigué que Franck Bruno, c'est cet amputé qui fait des choses. Non, Franck Bruno, avant tout, c'est un aventurier. Et c'est un peu pour ça, maintenant, que dans mes dossiers de presse, dans mes interviews, j'essaye d'amener plutôt l'aventure. Le Pisis, où je suis allé grimper en Argentine, c'est une montagne qui n'est pas répertoriée, les cartes n'existent pas. On a fait 180 km pour pouvoir atteindre cette montagne en 4x4. Voilà, en un mois, on a croisé 4 chasseurs de trésors, d'or, chercheurs d'or. Donc bon, moi je suis d'abord aventurier. Bien sûr, j'ai amené sur ce coup-là deux personnes qui portent un handicap, qui sont amputées. Et je me suis aperçu que eux, avant d'être aventuriers, étaient unijambistes. Parce que ils en parlaient souvent, et je les adore, hein, mais
Bon, ils avaient un discours qui n'est plus le mien. Moi, quand je suis avec mes potes, j'en parle jamais. Jamais une fois on va parler sur Maggie Boll. Jamais. Parce que je le vis tous les jours, parce que mon objectif, c'est être aventurier pour l'extérieur. Parce que moi, c'est pas l'aventure, c'est ma vie de tous les jours. Je m'aperçois au fil du temps que les limites, c'est vraiment une invention de l'homme. Les limites, c'est quelque chose qui est donné par notre société, par notre culture, par notre religion, par notre entourage. Donc si on arrive à démonter ce Lego, les limites, il n'y en a pratiquement pas. Bien sûr, il y a des limites. Il y a la petite voix qui est derrière qui m'a fait qu'au P10, je ne suis pas allé au sommet, je me suis resté à 6445 mètres d'altitude. Parce que je me suis dit, si tu continues, tu vas mourir. Et j'ai bien fait parce qu'il y a eu un accident grave d'une autre expédition. Mais c'est vrai que les limites, si j'écoutais jusqu'à présent les médecins, les prothésistes, les gens qui étaient autour de moi, ma famille, j'aurais jamais rien fait. Alors que maintenant, je pousse la machine très très loin et de plus en plus. Et ça n'a pas de prix, c'est extraordinaire. La sagesse, je l'ai trouvée là, durant cette expédition en Argentine, où il a eu cette sagesse de rebrousser chemin, de peut-être aussi en pensant à l'équipe, en pensant me retrouver, en pensant que bon, il aime la vie. Et du coup, je l'ai trouvé plus raisonnable. Parce qu'il a quand même été malgré tout durant la traversée du Groenland, pendant la traversée de l'Atlantique, jusqu'au bout. Et comme je dis, c'est justement son caractère, comme porte le nom de son bateau, cabochard, qui fait qu'il avance, etc. Il va jusqu'au bout. Là, j'ai trouvé qu'il évolue plus en sagesse, plus... comme il dit, en maturité dans le sens, enfin il dit, moi aussi je le sens par rapport à l'âge, parce que le physique te rappelle aussi. Oh, attends, là il y a une horloge biologique qui fait que tout d'un coup il y a des douleurs. Malgré que moi quand je l'ai rencontré, il avait du poids en plus, il avait plus de 13-14 kilos, et que maintenant il s'est mis, enfin depuis quelque temps il s'est mis au sport avec Doumé, etc. Et qu'après il a pris cette hygiène de vie qui lui correspond et qu'il est heureux de ça. Mais je veux dire, malgré tout, il ne faut pas oublier que le corps, il y a des moments, il dit halte là. Franck, il a besoin de reconnaissance, ça vient aussi par rapport à son père. Besoin de... ça, c'est beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes se retrouveront en lui. Parce que je pense qu'il a été blessé quand on lui a dit « tu ne peux plus », etc. Donc il a toujours voulu prouver que même avec une jambe en moins, on peut y arriver. Ça a donné des clés à d'autres personnes, ça donne des clés à d'autres personnes de dire « merde, mais purée, s'il le fait ». Un coup de téléphone dernièrement d'un jeune qui a dit « votre stage m'a permis de pouvoir refaire du triathlon ». Il était il téléphonait à Doumé, etc. Enfin, il était heureux comme tout. Vous ne vous souviendrez plus des noms des gars, plus nom de l'équipe, mais c'est un des plus beaux jours de votre vie. Alors vivez-le avec plein d'énergie, plein de puissance comme vous savez faire. Et je suis vachement fier d'être avec vous, que vos anges gardiens vous protègent. Merci. Merci. Le mot à la mode, c'est coaching. On fait du coaching. L'année dernière, j'ai été engagé par l'équipe du hockey club de Genève Servette, professionnelle en Ligue 1, pour parler du dépassement de soi. De plus en plus, des entreprises privées me font venir pour parler du dépassement de soi, de la reconstruction après un échec. L'échec, là, moi, c'était mon accident. Donc c'est vrai que je suis de plus en plus appelé sur le terrain et ça me plaît beaucoup parce que chaque fois c'est une remise en question d'être avec des hockeyeurs. Je ne connaissais pas le hockey sur glace professionnel de surcroît en Ligue 1, donc il y a beaucoup d'argent comme le football. Hein. Et ça a été une expérience fabuleuse, comme dans ces entreprises. J'ai été reçu par Peugeot, j'ai été reçu par des très très grosses boîtes. Et chaque fois un challenge de rencontrer ces gens qui, eux, ont un niveau d'études extraordinaire. Et je m'aperçois qu'en vérité, la plus belle école, c'est l'école de la vie. Tous les 4 ans, il y a les Jeux Olympiques. C'est l'événement le plus regardé par les télévisions, regardé par le public et les médias. Ce qui serait formidable, c'est que les Paralympiques fusionnent avec les Jeux Olympiques et que les Jeux Olympiques qui durent, je ne sais pas, 25 jours, durent 35 jours et que dedans, on puisse rajouter, par exemple, une finale du 100 mètres. 10 minutes avant, on met les paraplégiques en fauteuil. On met 10 minutes après l'élite et après l'élite, on met les non-voyants ou que sais-je. Enfin, que tout ça se soit regroupé pour que le public puisse avoir cet impact de voir en même temps que des valides, des gens différents et en plus de ça, le sportif de haut niveau valide qui va être là
va moins se plaindre d'une blessure qu'il a du mal à récupérer par rapport à un mec qui est non-voyant ou paraplégique. J'aimerais que par rapport à certains aventuriers, on ne dise pas que j'ai été un conquérant de l'inutile, que le mec, il y a tellement d'années, il a apporté un petit peu de bonheur à plein de gens qui n'y croyaient plus, tout simplement. Après qu'on parle de mes aventures ou pas, peu importe, mais que toutes les personnes qui sont passées dans mes pattes puissent dire un jour, tiens, un jour, je ne me rappelle plus son nom, son prénom, où il était, mais ce mec-là, il m'a donné la patate. Voilà. C'est ce que j'aimerais laisser comme une trace de quelqu'un qui a pu donner un peu de sourire à ceux qui n'y croyaient plus.